Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche. Nous allons faire le tour de l'actualité judiciaire, politique, européenne et bien sûr internationale. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Alors pensez à m'écrire dans les commentaires au fil de l'émission. Pensez également à relayer cette émission au maximum. Et puis bien sûr, le petit pouce en l'air pour améliorer le référencement. C'est parti, à tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, Thierry Mariani. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député européen du Rassemblement national, mouvement que vous avez rejoint en 2019. C'est actuellement votre deuxième mandat puisque vous avez été réélu en 2024. Vous avez également été ministre des Transports entre 2010 et 2012. C'était le gouvernement Fillon sous la présidence donc de Nicolas Sarkozy. Vous avez également été député pendant plus de 20 ans et aussi député des Français de l'étranger de la zone Europe centrale, Asie et Océanie. Et je sais que vous aimez bien préciser à chaque fois que c'était la Russie, mais aussi l'Ukraine. Absolument, c'était une zone très œcuménique. Et puis j'ai surtout été député du Vaucluse pendant 25 ans. C'est quand même ma région d'origine. Très bien. Alors, on a beaucoup de choses à évoquer, Thierry Mariani, aujourd'hui. J'aimerais commencer par l'international et bien sûr la réélection de Donald Trump la semaine dernière. Son administration commence à se préciser. On sait qu'Elon Musk fera partie de son entourage, à l'instar de Robert Kennedy Jr. Mais il y a également un autre nom qui est apparu, c'est celui de Tulsi Gabbard, un transfuge, dit-on, démocrate. Et vous avez fait l'objet d'un rapprochement avec Tulsi Gabbard par le dénommé Nicolas Tenzer, qu'on connaît bien sur TV Liberté, puisqu'il avait fait grand bruit lors de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Il a estimé finalement que c'était un peu comme si vous étiez nommé directeur de la coordination des renseignements en France. Oui, vous savez, moi j'ai une certaine tendresse pour Nicolas Tenzer parce que d'abord, je pense qu'en ce moment quand même, toutes ces idoles sont en train un peu de s'effriter. Après, c'est qui ? C'est quelqu'un qui a d'ailleurs une certaine constance. Il a soutenu toutes les guerres et interventions étrangères de l'Occident ces derniers temps. D'ailleurs, c'est révélateur. Les deux photos de déclaration de Tulsi Gabbard qu'il met, c'est une déclaration disant en clair, Assad n'est pas un ennemi de l'Occident. Ce qui est vrai, je suis désolé. Et deuxièmement, la guerre aurait peut-être pu être évitée à la Russie si on lui avait garanti une sécurité. Voilà. Et donc, c'est résumé donc pro-Bachar el-Assad, pro-Poutine dans les mots de Oui, parce que bien sûr, Tenzer. si on ne diabolise pas tous ces gens-là, on est immédiatement traité de tout. Non, je pense que c'est quelqu'un qui, au moins, a l'avantage de la clarté. Depuis des années, il soutient toutes les interventions extérieures de l'Occident qui ont fini malheureusement, comme on le sait, avec le chaos qui existe au Moyen-Orient. Et puis comme d'ailleurs M. Haddad, qui aujourd'hui est ministre... Benjamin Haddad, qui est aujourd'hui ministre des Affaires européennes, c'est quelqu'un qui est quand même un habitué, je le rappelle, des fondations américaines et qui en vit. Voilà. M. Haddad, d'ailleurs, c'est très transparent, il est honnête, il a déclaré ses revenus, il était payé par l'Atlantic Council avant d'être ministre des Affaires européennes, donc... Et d'ailleurs, personne ne dit « Ah, il y a peut-être une influence américaine ». Et M. Tenzer est dans des fondations tantôt françaises qui vivent de subventions, tantôt anglo-saxonnes qui vivent aussi de fonds américains. Donc voilà, il relaie ce qu'on appelle les néocons, c'est-à-dire des gens pour qui finalement la guerre est la solution un peu à tout. Et donc je comprends que si, on verra si cela se réalise, mais si Trump mettait fin à certains conflits, et si Trump ne commence pas de guerre, puisque c'est quand même le seul président depuis la Deuxième Guerre mondiale au niveau des États-Unis qui n'a jamais commencé de guerre, je comprends qu'il soit un peu déçu en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça que je dis j'ai une certaine tendresse envers lui. J'aimerais quand même revenir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que finalement, parce qu'on entend tout le temps parler des agents russes, d'ailleurs on en parlera un peu plus tard dans cette émission, est-ce que finalement, ce que vous êtes en train de nous dire là, Thierry Mariani, c'est que Benjamin Haddad, d'une certaine façon, c'est un agent américain ? Mais pour moi, il n'y a pas des agents... Il faut arrêter, quoi. Benjamin Haddad défend des idées différentes des miennes. Voilà, c'est ce que je dis. Et après, et il a le droit. Comme j'ai le droit de défendre des idées différentes des siennes. Après, elles peuvent être ou non liées à des intérêts étrangers. Et là, vous semblez nous dire que c'est le cas. Je dis simplement depuis toujours que l'influence la plus importante dans l'Union européenne, c'est l'influence américaine.
Voilà. Puis-je vous rappeler qu'il y a 5 ans, quand on choisissait à l'époque les commissaires européens, on avait découvert que Mme Goulard, qui était la candidate de M. Macron pour être commissaire européen, elle a ensuite été refusée, justement, à cause de ce que je vais vous rappeler, et remplacée par Thierry Breton. On avait découvert d'un coup qu'elle était salariée plus de 12 000 euros, si ma mémoire est bonne, et elle est bonne, par une fondation américaine, tout en étant député européen pendant 5 ans. Et là, tout le monde a dit, ah, quand même, peut-être, etc. Moi, je suis passé à, si je puis dire, au crible de la police financière. Si j'avais touché 1 000 euros de salaire tous les mois de la Russie, je pense que je serais pendu par les pieds et exposé en place publique depuis 5 ans. Voilà. Mais on trouve normal que toute une série de gens soient salariés par des intérêts américains. Voilà. Et c'est aujourd'hui notre meilleur allié, mais notre pire concurrent. Notre pire concurrent, parce que les Américains, j'attends pas vraiment de miracle de Trump, je vous le dis tout de suite, je pense que Trump va d'abord penser aux États-Unis bien plus qu'aux Français ou aux Européens. Et c'est logique, logique. J'en veux pas aux Américains d'être forts. J'en veux à l'Europe d'être lâche et à la France d'être faible. Voilà. Et c'est ça le drame. C'est qu'il y a une époque, quand même, la France savait se faire respecter. Aujourd'hui, c'est certainement pas avec Macron que cela va se redresser. Donc oui, dans l'Union européenne, les principales ingérences ou les principales interférences, influences, mettez le mot que vous voulez, elles sont américaines et tout le monde le sait. Voilà. Après... moi, je pense que les gens sont de bonne foi, comme moi aussi, je suis de bonne foi. On a le droit de défendre des intérêts différents, des convictions différentes, pardon. Ce que je n'accepte pas, c'est que quand on défend les intérêts américains, on est quelqu'un de bien, et quand on défend des intérêts qui ne sont pas américains, on est forcément quelqu'un acheté, pourri, corrompu, etc. Enfin, un lâche, un traître. Vous sortez le dictionnaire des synonymes. Il y a une véritable, en réalité... intolérance, et j'allais dire même un totalitarisme de la pensée qui fait que si on ne bêle pas avec Washington, on est immédiatement diabolisé. Je rappellerai d'ailleurs à cet effet, je disais tout à l'heure que vous étiez membre du gouvernement Fillon. Je crois que François Fillon, Premier ministre, a témoigné notamment pour rappeler que ceux qui écoutaient les ministres en exercice, c'était bien les écoutes américaines. Oui, et puis je crois que François Fillon, de mémoire... en dehors de sa déclaration célèbre que s'il a envie de vendre des rillettes sur la place rouge, il ira vendre des rillettes sur la place rouge, ce que j'ai trouvé assez... Depuis, il n'a pas vendu de rillettes sur la place rouge. Non, mais il a dit très clairement que les seules influences qu'il avait rencontrées de manière permanente dans son travail de Premier ministre, c'était les influences américaines. Voilà, c'est tout. C'est notre meilleur ami, mais notre pire concurrent. Voilà, parce que c'est un ami féroce, pour qui, en réalité, l'Europe doit être une sorte de supplétif permanent et n'est qu'une sorte de marché qui doit obéir, c'est tout. Revenons à l'élection de Donald Trump. Pour vous, que dit la victoire de Donald Trump dans ce marasme de médias qui était plutôt hostile à sa réélection ? Les médias étaient hostiles aux États-Unis, comme d'ailleurs la plupart des vedettes, etc. Et les médias étaient grotesques en France et en Europe. Voilà, je veux dire, les derniers jours, on avait l'impression que Kamala Harris remontait et que tous les journalistes du service public français se persuadaient qu'ils allaient ouvrir le champagne le 6 au matin. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé, parce qu'une fois de plus, cette classe a pris ses désirs pour la réalité. Qu'est-ce que ça dit ? D'abord, ça dit que... je pense que les gens ont envie qu'on remette un peu, j'ai presque envie de dire, l'église au milieu du village, voilà. Toutes ces théories woke, etc., où on ne passe son temps à s'occuper que d'extrêmes minorités, en oubliant qu'il y a des majorités. Tous ceux qui veulent à tout prix qu'on s'occupe de la planète entière sans s'occuper de ses propres voisins, de sa propre famille, de ses propres concitoyens. Eh bien, les Américains ont donné une leçon d'intelligence, voilà, c'est-à-dire on élit un gouvernement pour s'occuper de nous. Voilà, c'est peut-être un gros mot, mais et je pense qu'il ne faut pas l'oublier en France, voilà. Et en Europe, on l'oublie complètement, je vous rassure. En Europe, on veut faire le bien sur la planète. Les Européens sont là, mais que pour payer. Et donc, pour moi, c'est la principale leçon. Après... je ne suis pas américain, je n'ai pas pris parti, bien sûr, dans cette élection. Vous savez très bien d'où sont plutôt mes préférences. Parce que je pense qu'avec Biden, cela continue à être une catastrophe. Avec Trump, je pense qu'il y a un petit espoir. Voilà.
Après, je me méfie quand même, parce que son premier mandat avait été plutôt, sur la scène internationale, une réussite. Sur la scène économique, il avait été féroce. Je vous rappelle qu'il n'avait pas hésité à appliquer des sanctions sur l'acier européen, etc. Mais il fait son job, quoi. Et là, pourquoi je dis que ça risque d'être différent ? Parce que d'abord, il a une revanche à prendre. Et deuxièmement, il n'est pas rééligible. C'est-à-dire que... Donc le bilan, finalement, comptera moins. Le bilan comptera moins. J'ai presque envie de dire, je pense qu'il va avoir envie de régler ses comptes avec certains, mais aussi peut-être d'aller jusqu'au bout de ses idées. Donc on va voir, voilà. C'est très courageux d'avoir nommé Elon Musk. C'est un peu révolutionnaire. On va voir ce que ça va donner aussi, parce que gérer une entreprise, quelle qu'elle soit, même si c'est l'une des plus performantes de la planète, c'est pas comme gérer un État. Il y a quand même, je veux dire, dans un État, il y a un minimum de solidarité nationale qu'on doit avoir. C'est pas le cas dans une entreprise. Donc voilà, après, pour l'Europe, c'était lundi matin, enfin le lendemain. Franchement, là, quand j'ai vu la tête de Nathalie Loiseau dans un couloir et de Fabienne Keller, j'ai envie de leur donner un Doliprane, quoi, parce que c'était visiblement un réveil. Il faut le faire maintenant, parce qu'après, il aura disparu de la France, alors. Oui, c'était vraiment un réveil difficile. Mais, et puis on voit que l'Europe se reprend très vite, parce que l'Europe, vous savez, c'est très simple. C'est un peu comme dans l'armée. Vous savez, quand on caricaturait, quand je faisais mon service militaire, on disait l'adjudant a toujours raison, et s'il n'a pas raison, à l'article 1, ben, référez-vous, il a toujours raison quand même, quoi. C'est un peu ça. L'Europe, c'est tout ce qui se passe de bien, c'est grâce à nous. Et s'il y a un problème, ça veut dire qu'on a besoin de plus de pouvoir, parce qu'on ne fait jamais d'erreur. Et donc je trouve que l'Europe rebondit très vite, c'est-à-dire c'est extrêmement dangereux depuis quelques jours, c'est-à-dire depuis la victoire de Trump, on nous dit il faut plus d'Europe, plus de défense, plus de... voilà, c'est-à-dire moins de France, c'est-à-dire en réalité plus d'intégration, c'est-à-dire en réalité plus de pouvoir à la Commission. C'est exactement ce qu'on combat. C'est exactement le danger qui nous menace. Et donc attention, parce que l'Union européenne, comme elle l'avait fait avec le Covid, est très forte pour transformer toute crise et tous ces échecs en tremplin pour plus de pouvoir. Voilà, le Covid, je rappelle que l'Europe n'avait pas de compétences dans la santé. Elle n'a pas eu, à mon avis, une gestion extraordinaire, surtout en ce qui concerne les vaccins, la transparence sur le prix, etc. Mais hop, elle a cannibalisé la compétence santé. Et là, maintenant, vous voyez dans cette commission européenne, on a un commissaire à la défense. Qui avait été choisi avant l'élection de Trump. Mais donc, on vous explique que c'est encore plus important d'avoir un commissaire à la défense, parce que si les États-Unis s'occupent plus de nous, on sera tout seul. Alors, deux remarques. D'abord, il y a toujours l'OTAN. On n'est pas obligé d'avoir une armée européenne. On est toujours dans l'OTAN. Et puis, deuxièmement, moi, je veux bien qu'on m'explique. Au début, je veux bien que certains aient cru que l'armée russe allait pouvoir arriver jusqu'à Lisbonne et à Brest. Aujourd'hui, revenons quand même à des choses sérieuses. Que ce soit en Ukraine ou que ce soit en Russie. D'ailleurs, c'est une nouvelle forme, à mon avis, de guerre. C'est-à-dire que c'est une guerre à la fois de haute intensité sur un territoire européen, mais sans mobilisation totale. La vie à Kiev continue. Il y a très peu de mobilisés, finalement, par rapport aux mobilisables. Et en Russie, c'est pareil. Et en réalité, des deux côtés, même si de plus en plus les troupes sont importantes... Les mobilisables n'ont pas trop envie de devenir mobilisés. Hein, ce qui est logique. Mais vous voyez qu'on n'est pas dans la grande guerre patriotique où on avait mobilisé femmes, enfants, usines, enfin tout. Là, on voit qu'il y a quand même une vie qui continue à côté. Et donc, on voit aussi que les forces russes avancent lentement. Voilà. Et donc, laisser croire que demain, l'Europe et la France particulièrement pourraient se retrouver menacées jusque dans leurs frontières, non, je suis désolé, je ne le pense pas. Et depuis le début, je dis que dans cette guerre... Et d'ailleurs, c'était la déclaration que M. Tenzer trouve condamnable. Mme Tutsi Gabbard disait tout simplement, si on avait garanti à la Russie la sécurité de ses frontières et une sorte de neutralité de l'Ukraine, eh bien, on n'en serait pas là et on aurait évité une guerre. Alors, au sujet de l'Ukraine, justement, je vous propose à présent d'écouter notre président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il était à côté de Mark Rutte, le nouveau secrétaire général de l'OTAN. Il parlait justement de l'Ukraine. Pour la sécurité de nos citoyens, il nous faut une Ukraine forte,
une Europe forte et une alliance forte. Et au fond, ce triptyque est notre agenda collectif pour les mois et les années qui viennent. Une Ukraine forte d'abord, cela veut dire que le soutien à ce pays agressé par la Russie demeure une priorité absolue. Le déploiement récent de Nord-Coréens sur la ligne de front est une escalade grave et nous continuerons de plaider pour que l'OTAN et ses alliés apportent tout leur soutien à l'armée ukrainienne aussi longtemps qu'il le faudra. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations ? Je pense qu'on a besoin d'une France forte, d'une France en sécurité. Je te répète, pour moi, l'Ukraine, c'est pas ma guerre. Et je pense qu'on n'est pas du tout menacé par cette guerre, même si tout le monde veut nous entraîner, nous expliquer que quasiment, on nous a expliqué que notre avenir se jouait à Donetsk, dans toutes les communes quand on en apprend les noms pour certaines. Voilà. Non, je suis désolé, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est refaire une architecture de sécurité telle qu'elle existait avant l'effondrement de l'URSS. Je ne suis pas du tout un nostalgique, attention, de l'effondrement de l'URSS. Mais on avait ce qu'on appelait les accords d'Helsinki, qui ont garanti que la guerre froide reste froide, en Europe. Voilà. Et aujourd'hui, on a quoi ? On a un pays qui s'appelle la Russie, qui en a assez de voir l'OTAN avancer vers lui. Les États-Unis, à juste titre, avaient fait un ultimatum à l'URSS quand l'URSS avait installé des fusées à Cuba, en disant « je ne peux pas accepter d'avoir des ogives nucléaires si près de mon territoire qui me menacent », on peut peut-être comprendre que d'autres pays aient les mêmes préoccupations. Voilà. Donc il faut une grande négociation aujourd'hui où, à mon avis, tout ça a de fortes chances de finir par une zone tampon neutre entre l'OTAN et la Russie. Et peut-être que la neutralité de ce pays, qui pourrait être l'Ukraine, fera qu'ils seront tout aussi heureux et vivront peut-être bien plus en paix que si on veut les transformer en champ de bataille. Parce qu'aujourd'hui, une Ukraine forte, une Ukraine qui continue la guerre, c'est très confortable de dire ça quand on est en France ou à l'Élysée. Pendant ce temps, il y a des hommes, il y a des femmes qui se font tuer des deux côtés. Et ça dure depuis 2 ans, plus de 2 ans. Alors justement, qu'on comprenne bien, parce que là, toutes ces déclarations sont tout à fait frappées du bon sens et de bonnes intentions, j'allais dire, Thierry Mariani, mais pour autant, concrètement, comment ça se manifeste ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même prodiguer une certaine aide à l'Ukraine, une aide en termes humanitaires, en termes financiers, en termes d'armes ? Comment voyez-vous les choses ? Comment ça se manifeste ? Écoutez, à Bruxelles... Comment ça devrait se manifester ? Comment ça se manifeste, non. La réalité, c'est qu'à Bruxelles, c'est open bar pour toutes les demandes de Zelensky. Voilà, il était là il y a 10 jours, juste avant l'élection américaine. Je crois qu'il revient la semaine prochaine. Ou alors il est en vidéo, puisqu'on reçoit des faire-part. On est tous convoqués pour aller voir M. Zelensky en vidéo, qui va nous adresser sa parole. Mais surtout, les milliards coulent à flot. Les milliards coulent à flot. Et pour la première fois, il y a 3 semaines, on a voté 35 milliards qui sont, paraît-il, garantis sur des avoirs russes. Mais en réalité, tous les juristes vous expliquent que ça ne marchera pas. Donc à la sortie, c'est nous qui paierons. 35 milliards qui doivent servir, c'est très important. Au départ, ça devait servir simplement au fonctionnement de l'État. Je vous invite à regarder un de mes vieux tweets, mais où on avait une audition du commissaire européen qui demandait ces 35 milliards, c'était M. Dombrovski, qui est un Balte, et qui disait « oui, mais alors ça servira à faire fonctionner l'État ukrainien jusqu'à la fin de l'année, mais déjà pour l'année prochaine, on nous disait qu'il manquait 20 milliards, il en manque déjà 40. » C'est-à-dire, en clair, on demande aux Français à l'heure actuelle de payer pour les Ukrainiens, mais on leur demande de baisser les services publics en France. Voilà. Il faut toujours savoir, je le répète, j'ai repris les chiffres, c'est les seuls que j'ai sous mes yeux, que l'Europe, c'est pas de l'argent magique, quoi. Madame van der Leyen, elle ne fait pas tourner la planche à billets. Madame van der Leyen, excusez-moi, elle prend l'argent dans les États. C'est logique. Voilà. Jusqu'à présent, l'Union européenne, en 2023, la France donnait 18,5% de toutes les dépenses européennes, pour faire simple. L'Allemagne, 23%. 18 et 23, ça veut dire que ces 2 pays faisaient à eux seuls 41% des dotations de l'Union européenne. Des dotations. On nous annonce dans le plan qui se terminera en 2027 que désormais on n'est plus à 18,5, mais on va passer à 20,84. Et que l'Allemagne passera à 27,67. C'est-à-dire qu'à nous deux,
on va donner 48% du budget de l'Union européenne. Voilà, par exemple, c'est bien beau, quoi. On a un commissaire à la défense, on a une eau qui représente un pays la Lituanie, qui donne 0,56% du budget européen. On a une haut représentant à la politique étrangère, qui est lettonne, qui donne 0,31% à l'Union européenne. Voilà, il faut quand même le dire aux contribuables français, quoi. On donne beaucoup d'argent. Mais ça, c'est hérité de quoi? Parce que j'ai envie de vous dire, je sais ce que les gens vous diraient et je vais le faire, parce que comme ça, on ne me reprochera pas d'être trop gentil avec vous. Concrètement, c'est les traités européens qui prévoient ça. Les traités européens, magistral traité européen, c'est le traité de Lisbonne. C'est Nicolas Sarkozy, pas de bol. Vous étiez dans son gouvernement. Vous avez raison, mais les traités européens, après, quand on les applique, ils dépendent aussi de la volonté d'un État de se faire respecter. Aujourd'hui, soyons clairs, Macron n'a aucun poids à Bruxelles. Aucun. On va le voir d'ailleurs pour le Mercosur, si on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, en réalité, à un moment, les États doivent rappeler des limites. Par exemple, moi j'attendais d'un chef d'État français qui dise attendez, un commissaire à la défense, mais la défense n'est pas de la compétence européenne. Donc pourquoi nommer un commissaire à la défense? Et on sait très bien que quand on crée, si je puis dire, c'est un peu comme dans l'administration française, un service, on crée les dépenses. Donc il est évident que désormais l'Union européenne va vouloir s'occuper de la défense, c'est-à-dire de moins en moins de compétences pour la France. Et on se retrouve aspiré dans une sorte de spirale où le rêve de tous ces gens-là, c'est quoi? C'est qu'à la sortie, on soit une sorte de province de Bruxelles gérée par la Commission européenne. Voilà. La défense, c'est pas neutre. Déjà, grâce au Covid ou à cause du Covid, ils avaient pris la santé. Mais Mme von der Leyen veut s'occuper de tout. Je rappelle quand même que dans son discours d'investiture, il y a quelques semaines, c'était en juillet, elle a dit « Dans mes grands projets, il faut s'occuper du logement ». Alors là, je me suis dit « Attends, c'est bien, mais le logement, c'est pas dans la compétence des européennes. » Voilà. Et puis, c'est très vicieux, l'Union européenne. Je pèse mes mots, c'est vicieux. Parce qu'en réalité, à chaque fois, on a des textes qui semblent intéressants, mais qui ne sont pas du tout dans les compétences européennes. Je prends un exemple très délicat. On a reproché à certains de ne pas avoir voté un texte qui définissait le viol. Voilà. Mais excusez-moi, la justice, ce n'est pas dans la compétence européenne. Voilà. Alors vous allez dire, ah oui, bien sûr, il faut réprimer le viol, on est tous d'accord, attendez. Mais on n'a pas besoin de l'Union européenne pour nous expliquer ce que c'est qu'un viol. Voilà. Mais on commence à donner une définition juridique à l'Europe, et puis après, on commence à à partir du moment où c'est eux qui ont mis une définition juridique, ils définissent les peines, ils définissent les conditions, et on n'en finit plus. Et l'Europe nous a complètement mangé. Au plus je connais l'Europe, au plus ça me fait peur. Alors il faut en sortir ? Je crois qu'on ne peut pas en sortir, soyons clairs. On ne peut pas en sortir. Je sais très bien que certains vont me dire, mon Dieu, on ne peut pas en sortir d'abord parce qu'on est dans une situation catastrophique en termes économiques. Donc je pense que la seule solution, c'est derrière des personnes... Donc que je comprenne bien, on ne peut pas en sortir parce qu'on est dans une situation économique au niveau national, oui, bien sûr, inquiétant. Bien sûr. Et donc l'Europe nous permet de maintenir la tête hors de l'eau ? S'il n'y avait pas l'économie allemande et s'il n'y avait que l'économie française avec les dettes françaises, je pense qu'aujourd'hui les taux d'emprunt auxquels on se finance seraient bien sûr bien plus élevés. C'est une vérité tragique, mais j'ai presque envie de vous dire, jusqu'à présent, l'Allemagne était en bonne santé. J'ai bien dit jusqu'à présent, puisque c'est en train de plonger. Mais on était un peu... la rigueur allemande, la rigueur de certains pays nordiques ou des Pays-Bas protégeait l'insouciance française. Voilà. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas du tout les moyens d'en sortir. Alors, est-ce qu'il faut continuer comme ça ? L'insouciance des gouvernements français. Est-ce qu'il faut... Oui, je dis l'insouciance des gouvernements français, pas des populations. Depuis 1974, on est tous, vous connaissez comme moi, depuis 1974, on est en déficit. Et les dernières années de Macron ont été apocalyptiques. Voilà, c'est quand même... milliards d'euros. Voilà, 100 milliards en 10 mois, et personne ne sait comment on a fait ça. C'est quand même extraordinaire, quoi. On perd 100 milliards en 10 mois. À commencer par votre ancien collègue Bruno Le Maire. Oui, c'était mon ancien collègue. J'étais pas au gouvernement avec lui, je crois. Il était déjà sorti. C'est dommage. Voilà, non, mais, sans doute qu'il aurait pu vous faire profiter de ses lumières. Écoutez, maintenant, il fait profiter de ses lumières une école de commerce à Lausanne. Ça m'inquiète pour l'éducation suisse. Mais non, voilà. Donc, je pense. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut en faire ? Parce que, M. Mariani, vous dites
c'est une catastrophe l'Union européenne, et d'un autre côté, vous dites on ne peut pas en sortir. On ne peut pas en sortir. Je pense par contre qu'il faut redresser l'Union européenne et la remettre dans une politique de bon sens. Alors, c'est ce que défendent des gens comme Orban. Pour le moment, on est minoritaire. On monte chaque fois, on est désormais le 3e groupe. Je vous rappelle qu'au Parlement européen, le groupe que préside Jordan Bardella est largement devant le groupe de Mme Hayé, où se retrouvent les macronistes. On est désormais le 3e. Et puis, Madame Hayé, comme vous dites, c'est la candidate d'Emmanuel Macron pour les européennes, parce que tout le monde ne le sait pas. Oui, c'est vrai, vous avez raison, on l'a un peu oublié vite. C'était la candidate d'Emmanuel Macron, et c'est celle qui préside le groupe où se retrouvent les députés d'Emmanuel Macron, ce qu'on appelle le groupe Renew, le groupe Renaissance. Voilà, mais donc aujourd'hui, on est le 3e groupe, et c'est vrai que sur plein de votes, désormais, on fait la balance, et que progressivement, la droite traditionnelle est obligée de tenir compte de nous. Hier, on avait un vote, par exemple, qui touchait la déforestation, par exemple, avec toute une série d'excès, toute une série d'amendements positifs sont passés grâce à nos voix. Voilà. Mais moi, je crois, si vous permettez, Mariani. Une dernière phrase. Je pense que les peuples vont se réveiller quand ils vont réaliser ce que ça coûte. C'est-à-dire quand de plus en plus, on va expliquer aux Français qu'il faut qu'ils se terrent la ceinture parce qu'il y a eu une très mauvaise gestion dans le passé, mais qu'il faut qu'ils financent à eux seuls 1/5 des 27 pays et bientôt des 32 ou 33 pays. Là, les gens ne marcheront plus. C'est pareil pour les Allemands. Vous parliez des votes justement au Parlement européen, Thierry Mariani. Vous évoquiez tout à l'heure ce fameux budget offert à l'Ukraine, sollicité par Volodymyr Zelensky. Le 22 octobre dernier, il y a eu ce fameux vote. Vous êtes opposé à fournir ce budget à l'Ukraine. Le reste du groupe du Rassemblement national, en revanche, s'est abstenu. Et tous les autres ont voté pour. Et tous les autres ont voté pour, d'accord. Et quand je dis tous les autres... Et quelle est la ligne du parti, quelle est la ligne du Rassemblement national quant à cette aide à l'Ukraine? On a l'impression que c'est un peu compliqué. Vous, finalement, vous donnez des gages dans un sens, le reste du groupe donne des gages dans l'autre. Comment ça se passe? Il n'y a pas de répartition de rôle entre les good boys et les bad boys. C'est vous qui leur échappez, alors? Non, pas du tout. Attendez, d'abord, quand on est dans un parti politique, on peut avoir par moments des idées divergentes. Voilà. Il y a le socle. Le socle du Rassemblement national, c'est quoi? C'est faire en sorte que la France retrouve un certain nombre de valeurs et retrouve un rôle. Et donc, on lutte contre l'immigration, on est tous d'accord. On lutte pour plus de sécurité, on est tous d'accord. On lutte, par exemple, pour qu'il y ait moins d'empiètement de l'Union européenne dans les compétences. On est tous d'accord. Après, chacun a son histoire, chacun a ses expériences. Moi, je suis plutôt en fin de carrière, alors d'autres sont plutôt en début de carrière. Voilà, je les blâme pas et ils ont la gentillesse de ne pas me blâmer. Voilà, j'ai pas la même opinion que certains sur ce sujet. C'est d'ailleurs sur le reste, je suis d'accord en général. Voilà. Mais quand vous adhérez dans un parti politique, je suis persuadé que vous n'êtes pas forcément d'accord avec 100% des personnes de la rédaction de TV Liberté. Mais vous partagez l'essentiel des convictions ensemble, voilà. Donc oui, j'ai voté contre et je le regrette pas. J'ai jamais voté un texte sur les sanctions, d'ailleurs, je crois. Et je pense que malheureusement, l'histoire risque de me donner raison. Et alors justement, si vous deviez résumer cette ligne, j'allais dire directrice, ce tronc commun du RN et de vous, de fait, sur la question ukrainienne, c'est quoi? C'est la paix? C'est d'abord la recherche de la paix. Marine Le Pen a toujours été très claire là-dessus. Vous savez, c'est extraordinaire. Dans ce Parlement européen, même quand il y a des amendements qui disent il ne faut pas oublier la filière il ne faut pas oublier de tenter les négociations pacifiques, la majorité des députés votent contre. Pour moi, c'est un truc de malade, quoi. Ils votent contre, là. Même si quelqu'un dit, on peut peut-être essayer de trouver une solution pacifique, non, surtout pas contre. Voilà, donc, on l'a vu pendant les initiatives de Viktor Orban, d'ailleurs. Bien sûr, on l'a vu pendant les initiatives de Viktor Orban, et puis chacun sait maintenant qu'à un moment, si M. Johnson s'en était pas mêlé, Boris Johnson, il y aurait la paix en ce moment, puisqu'il y avait un accord qui avait été trouvé quelques mois après le début de cette guerre entre les Ukrainiens et les Russes. Non, mais aujourd'hui, quel est notre socle? C'est privilégier la paix et la discussion. 2, pas de livraison d'armes pour frapper le territoire russe, mais donner les moyens à l'Ukraine de se défendre sur son propre territoire. Voilà la ligne du parti. Et donc le Donbass, c'est dans quel territoire? C'est une bonne question. Vous en avez une autre? Je préférais d'abord que vous répondiez à celle-là. Non, la Crimée, c'est dans le territoire russe, ça a été dit et assumé. Le Donbass, c'était un territoire ukrainien. Je rappelle quand même que, mais c'est en 30 secondes, on ne fera pas l'historique, que depuis 2012, à partir du moment où, sous la pression de certaines influences extérieures, l'Ukraine s'est engagée dans une sorte de politique de stigmatisation
de ce qui était, on va appeler la communauté d'origine russe, elle est certainement de moins en moins ukrainienne. On va poursuivre un peu plus loin que l'Ukraine, si vous voulez bien, Thierry Mariani. En Géorgie, on a voté le 26 octobre dernier. C'est le parti Le Rêve géorgien qui est arrivé en tête. Mais ces élections, depuis, sont contestées, notamment par la présidente Salomé Zourabichvili. Le président du Conseil européen a estimé également qu'il y avait des soupçons tout à fait probables de fraude et, devinez, d'ingérence russe en toile de fond. Que pensez-vous, vous, de cette situation ? J'ai intervenu plusieurs fois au Parlement européen là-dessus. Il faut savoir que la Fondation Soros, c'est ces chiffres, vous les trouvez sur Internet, de 1994 à 2019, a dépensé plus de 80 millions d'activité sur la Géorgie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence extérieure. Voilà. 2 déclarations de ces derniers jours. Le 9 novembre, c'est-à-dire quelques jours après l'élection, l'ambassadeur allemand qui fait une déclaration en Géorgie et qui dit le 9 novembre, c'est le jour où le mur de Berlin a chuté. C'est un bon moment pour commencer une révolution pacifique. Où il y a 3 jours, le président de la commission des affaires suédoise qui va à la télé et qui dit aux Géorgiens, il faut que vous sortiez dans la rue, il faut que vous manifestiez, faites un second Maïdan. Voilà. Ça tombe bien parce que je vous propose tout de suite d'écouter quelques manifestants pro-européens justement, et ce sont des images de l'agence France Presse. Nous n'avons jamais voulu de la Russie. Nous n'en voulons pas aujourd'hui et nous n'en voudrons jamais. Malheureusement, le moment est venu pour nous de le démontrer symboliquement à nouveau. Je suis certaine que le 26 octobre, nous démontrerons notre volonté en tant qu'État démocratique en nous rendant pacifiquement aux urnes. La voie européenne n'est pas seulement un défi moderne pour la Géorgie, c'est notre défi historique et un objectif depuis 20 siècles maintenant. Nous devons reprendre le chemin de l'histoire, car notre place culturelle et politique est en Europe, et seul le gouvernement actuel crée des obstacles sur cette voie. Les prochaines élections sont très importantes. Elles constituent une sorte de référendum. Le rassemblement d'aujourd'hui est un jour d'unité et de soutien, et je suis très heureuse de voir autant de personnes animées d'un esprit européen dans les rues. Alors, je vous posais la question, franchement, c'est quoi ça pour vous, Thierry Mariani, le début d'une révolution de couleur ? Non, mais attendez, dans tous ces pays, tout le monde est pro-européen. Pourquoi ? Parce qu'être pro-européen, ça veut dire toucher les subventions. Soyons clairs, quoi. J'étais en Serbie, ils sont pro-européens. Et en Géorgie, il n'y a pas de parti pro-russe, comme ça a été présenté. Le Rêve géorgien n'est pas pro-russe ? Non, le Rêve géorgien n'est pas un parti pro-russe. Il suffit de regarder ses déclarations. Je vous rappelle que la Russie occupe depuis 2008, en gros, 20% du territoire géorgien. Puisque M. Une affaire sur laquelle Sarkozy était intervenu d'ailleurs. Il avait arrêté la catastrophe puisqu'en réalité l'Union européenne avait poussé M. Saakachvili à jouer les fiers à bras, et puis le jour où M. Saakachvili s'est retrouvé face à l'armée russe, il s'est retrouvé tout seul et ça a fini, comme on le sait, 20% du territoire occupé par la Russie aujourd'hui. Donc c'est ridicule. Sauf que comment ça se passe en Géorgie ? C'est un bon exemple. J'étais il y a 1 an et demi avec une délégation du Parlement européen. Le Parlement européen arrive avec des députés, M. McAllister, président de la Commission de la Défense, M. Galler, allemand, qui est toujours un va-t-en-guerre, et ils disent « Vous devez appliquer les sanctions, vous ne les appliquez pas ». Et là, vous avez les Géorgiens qui disent 2 choses. On n'oublie pas qu'ils nous occupent, mais vous voyez la position de la Géorgie, 7 ou 8 millions d'habitants. On est coincé entre la Turquie et notre voisin qui est la Russie. On a une forte immigration dans ce pays qui nous ramène de l'argent. Notre principal partenaire commercial, c'est la Russie. Et la dernière fois que vous nous avez poussé un peu contre la Russie, on a été seuls. On a été seuls. Heureusement que Nicolas Sarkozy est allé, je suis désolé, il faut quand même reconnaître, s'il n'avait pas été là, je pense que la quasi-totalité de l'Ukraine aurait été occupée. Donc vous êtes bien gentil. De la Géorgie, pardon. Amusant de la Géorgie. Donc il faut toujours regarder les cartes et la géographie. Regardez où est la Géorgie, regardez où est la Russie, regardez où est l'Europe. Il n'y a même pas de lien territorial, il faudrait traverser la mer Noire. Et donc, ou la mer Noire. Et donc, en réalité, les Géorgiens, j'ai envie de vous dire, il y a une Europe façon Orban, c'est-à-dire c'est le parti qui a gagné les élections, Georgian Dream, et il y a une Europe façon von der Leyen. Georgian Dream dit quoi ? Dit on veut être européen,
mais aussi on veut faire attention à ce qu'on fait et on ne va pas, pour faire plaisir à 3 personnes à Bruxelles, rentrer en conflit avec la Russie parce qu'on est tout petit à côté. Voilà. Et les autres qui disent « Ah oui, mais on sera soutenu par l'Europe, on sera soutenu par l'Europe ». Mais en réalité, tous, ils rêvent. Pourquoi ils rêvent tous de rentrer dans l'Europe ? C'est pas pour partager nos valeurs. C'est pour être financé par l'Europe. Voilà, faut arrêter d'être idiot, quoi. Parce que les mêmes qui veulent financer, partager nos valeurs, 9 fois sur 10, ils veulent pas de gay pride chez eux. Voilà. Et donc, en réalité, quand vous discutez avec eux, ils vous disent « Ah ben oui, mais c'est l'Europe qui va nous financer. » Et on revient à la case précédente, si vous le permettez, chère Madame Blaise. Qui va financer l'Europe ? Eh bien, 1/5, c'est les Français. C'est-à-dire qu'on n'a plus de fric pour nos hôpitaux, on n'a plus de fric pour nos écoles. Mais là, on va financer bientôt la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, et puis je ne vais pas vous faire la liste, puisque dans la liste des pays d'attente, il doit en avoir 8 ou 9, puisque le rêve de l'Union européenne, c'est d'intégrer dans ce mandat ces 8 ou 9 pays, dont l'Ukraine, qui serait un gros morceau, j'espère qu'on s'y opposera. Et voilà pourquoi tous ces pays sont européens. Et donc, la présentation à Bruxelles, comme d'habitude, entre les pro-russes ou les anti-russes, est grotesque. Voilà. Ils sont tous anti-russes. Voilà. Sauf qu'il y en a qui sont réalistes et il y en a d'autres qui ne sont pas réalistes. Et il y en a, je le répète, quand M. Orban va saluer la victoire du clan du rêve géorgien, c'est tout simplement parce que c'est un parti qui, oui, est de culture européenne, c'est très net, ça, il n'y a pas de souci, mais qui a le sens des réalités, voilà, qui a le sens des réalités et qui n'a pas envie d'emboîter le pas dans des sanctions stupides à l'Union européenne parce que ce serait encore plus que nous, une victime de ces sanctions. Vous feriez la même analyse pour le cas de la Moldavie où, pareillement, un vote a eu lieu. Alors là, ça s'est inversé. C'est une petite victoire pro-européenne, mais là aussi... Non, c'est pas une victoire européenne. Et là, il n'y a pas eu de bourrage d'urne. Attendez, il faut rappeler les chiffres. Chacun de vous peut les vérifier. La Moldavie, c'est un cas très spécial. C'est l'un des États les plus pauvres de l'Europe. Voilà. Et en réalité, en Moldavie, quand vous y allez, je suis allé souvent... vous apercevez que la quasi-totalité des villages en dehors de la capitale, vous avez ou des vieux ou des gamins. Pourquoi ? Parce que les hommes travaillent en Russie, très souvent, ou dans l'Europe, mais la plupart c'est en Russie. Et les femmes, beaucoup travaillent en Italie. Vous savez, en Italie, toutes les familles qui gardent leurs aînés, leurs parents chez eux et qui ne les mettent pas dans les maisons de retraite, contrairement à la France, eh bien, ont une sorte, c'est pas péjoratif, de bonnes Moldaves qui s'occupent des parents, etc. Et donc, en réalité, quel a été le vote en Moldavie ? C'est très intéressant, car 54% des Moldaves de Moldavie ont dit non. Non. Et le score a changé uniquement grâce aux Moldaves de l'étranger. Mais, pour arriver à 50,45%. Oui, mais là, ils n'ont pas truqué les urnes. Ils ont simplement empêché les gens de voter. Quel est le pays où il y a le plus de votants de Moldaves à l'étranger ? La Russie. Bravo. 300 000, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère des Affaires étrangères moldave. Dans la précédente élection, il y avait 49 bureaux de vote pour que les Moldaves en Russie puissent voter. La Russie, je ne vais pas vous rappeler la géographie, 49 bureaux, déjà, ça veut dire que certains sont très, 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 très loin. Et bien là, on a ouvert 2 bureaux. 2 bureaux. Et en plus, on a envoyé 10 000 bulletins. Ah, voilà. Donc forcément, il n'y a pas de triche. On a simplement, voilà, vous voyez, si je veux empêcher, moi, si je voulais que le Parti socialiste baisse, eh ben, j'ouvre un bureau de vote dans le 20e arrondissement pour voilà, je suis sûr que les votes socialistes y baissent, puisque c'est une... voilà. Et quand vous voyez ces manifestations, je reviens à la Géorgie, comme à la Moldavie d'ailleurs, en réalité, les grandes villes ne représentent pas tous les pays. Voilà. S'il y avait un vote à Paris, on l'a vu aux Européennes, qui est arrivé en tête aux Européennes à Paris ? La liste de monsieur... Glucksmann. Bravo. La liste de M. Glucksmann. Est-ce que M. Glucksmann est majoritaire dans le pays ? Ben non. Voilà, parce que les capitales aujourd'hui ont dans tous les pays un niveau de vie supérieur, une mentalité supérieure. Eh bien, la mentalité à Tbilissi, capitale de la Géorgie, la mentalité que M. Glucksmann connaît bien, la mentalité à Chisinau, vous avez vu, je le dis à la roumaine, j'ai pas dit Kishinev à la russe. Eh bien, c'est supérieur à la mentalité, c'est supérieur au niveau de vie des campagnes. Et donc, forcément, quand vous allez là faire des reportages, eh bien, les gens, là, même le chien, j'ai vu qu'il avait effectivement le drapeau géorgien, mais ça reflète pas le pays. Voilà. Et enfin, dernière
dernière remarque, cette Europe est de plus en plus totalitaire. C'est-à-dire que quand on ne vote pas ce qu'elle veut, forcément vous trichez. Alors, vous trichez. 2, vous avez des ingérences étrangères. Il y a eu une mission d'observation européenne pour cette élection. La plupart des observateurs ont dit que oui, effectivement, il y avait eu des irrégularités dans certains bureaux, mais que ce n'était pas de nature, dans leur importance, à changer le scrutin. Voilà. J'aimerais qu'on parle rapidement d'un pays qui est encore plus proche de nous, un pays sur lequel vous êtes une des rares personnalités politiques à intervenir, c'est la Serbie, et particulièrement au sujet de la minorité serbe du Kosovo. Nous sommes à peu près 25 ans après les bombardements de l'OTAN sur Belgrade. Aujourd'hui, quel état des lieux faites-vous de cette zone ? C'est l'illustration, une fois de plus, du double standard européen. C'est-à-dire qu'on a des valeurs et on prend des engagements, mais soyons sérieux, on les respecte à la tête du client. En réalité, l'Union européenne, et les Français, ils ne sont pas pour rien, je rappellerai quand même le rôle sinistre de M. Kouchner dans cette affaire, les Européens veulent à tout prix... Quel rôle de M. Kouchner ? Sur le Kosovo et sur cette guerre. Je veux dire, il faisait partie de ceux qui, à un moment, ont de toute évidence poussé à ce qu'il y ait une partie de la Serbie qui soit séparée pour essayer de faire un État indépendant, en l'occurrence le Kosovo. Et donc, ça fait maintenant... Le compromis de Bruxelles, ce qu'on appelle les accords de Bruxelles qui règlent un peu tout ça, doit avoir 12 ans ou 13 ans, et on s'aperçoit qu'il n'est absolument pas respecté. Que disait ce compromis ? Il disait qu'effectivement, pour faire la paix, il y avait une région qui avait une certaine autonomie, ce n'était pas un État, qui était le Kosovo, et que dans cette région, les minorités serbes, alors qu'il y a une majorité albanaise, personne ne le conteste, devaient pouvoir y vivre. Voilà. Or, qu'est-ce qui se passe depuis le début de l'année ? C'est-à-dire que, comme toute l'attention de la planète, enfin de l'Europe, est polarisée sur l'Ukraine et sur le Moyen-Orient, M. Kurti, Albin Kurti, qui est le chef du gouvernement du Kosovo, fait une politique de nettoyage ethnique. Voilà. Il n'y a pas de meurtre de masse, que les choses soient sérieuses, mais on fait tout pour les pousser à partir. Premier exemple, par exemple, alors que le dinar serbe, puisqu'on est officiellement sur un territoire serbe, avait cours, eh bien, du jour au lendemain, le gouvernement du Kosovo, de la province du Kosovo, l'a supprimé. C'est-à-dire que si vous êtes retraité, vous devez faire des centaines de kilomètres pour aller toucher votre retraite. Et donc forcément, petit à petit, vous avez envie de partir. Deuxièmement, dans les communes où il y a une minorité serbe, la police devait être recrutée aussi parmi les Serbes, une sorte de quota. Voilà. Et bien maintenant, on ne recrute plus que des Albanais. Deuxièmement, toute une série de violences de cette police qui ont été faites avec certains Serbes qui se sont fait tirer dessus. Je le répète, tout ce qui se passe est inadmissible, mais quand je parle de nettoyage ethnique, c'est un nettoyage par dissuasion. Voilà, on fait tout pour que vous partiez. Et ça marche. Oui, on les chasse. Et ça marche puisqu'il y a déjà 15% des 120 000 Serbes qui sont partis l'année dernière. Et donc, en réalité, si on laisse faire ça, eh bien, on nous expliquera dans 4-5 ans que ce territoire est essentiellement albanais, qu'il est évident qu'ils doivent avoir l'indépendance, qu'il n'y a plus aucune minorité et que, finalement, ils peuvent aussi rentrer en tant qu'État indépendant dans l'Union européenne. Voilà. Et donc, le problème de Bruxelles, c'est quoi ? C'est d'abord que Mme von der Leyen a annoncé il y a quelques mois, c'était en octobre, donc c'est très récent, qu'on redonnait 820 millions à Pristina, au Kosovo. Et d'autre part, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Voilà. Je ne suis pas contre qu'on les aide, puisque, paraît-il, on l'avait promis, mais au moins qu'eux respectent leur engagement. Voilà. Or, ils ne respectent rien. Quoi. Bien sûr, ils ne respectent rien, on tourne les yeux ailleurs et on laisse cette minorité serbe se faire mettre dehors. Et là aussi, pourquoi ? Disons les choses clairement. Parce que la Serbie est le seul gouvernement dans cette zone qui n'est pas euro-idolâtre. Voilà. Les Serbes sont un peu... presque comme les Géorgiens, j'ai envie de vous dire, de la majorité. Comment ? Avec Alexander Vučić. Avec Alexander Vučić, c'est des gens, c'est-à-dire qui sont pratiques. Quoi. Voilà, ils sont européens de toute évidence, mais au sens de la civilisation européenne, de la culture européenne, etc. Sauf que, c'est des Slaves. Déjà, ça commence mal pour Bruxelles. Deuxièmement, ils ont eux aussi refusé d'appliquer des sanctions, parce qu'ils font remarquer que dans leur principal
partenaire, il y a la Russie qui ne voit pas pourquoi ils appliqueraient ces sanctions. Le résultat aujourd'hui, il est très clair, hein, c'est que l'économie serbe se porte pas si mal parce que je crois que c'est l'endroit où l'énergie est la moins chère en Europe géographique. Parce que forcément, ils continuent de s'approvisionner là où le gaz est moins cher. Voilà, et donc, ce qui est lamentable, c'est que on accepte que les Albanais poussent à partir de manière plus ou moins violente, par moments violente, par moments dissuasive. En clair, on emmerde la vie des gens, quoi. À force, ils partent. Et on dit rien. On dit rien, alors que l'Union européenne, qui garantissait ces accords, normalement, devait garantir que la minorité serbe pourrait continuer à vivre chez eux, c'est-à-dire au Kosovo. On va évoquer à présent, Thierry Mariani, rapidement la question du Mercosur, puisqu'elle est capitale pour les économies, et tout particulièrement l'économie française, où l'agriculture survit encore péniblement. Cela, justement, la perspective de ces accords du Mercosur provoque une nouvelle vague de colère chez les agriculteurs. Ces accords doivent être discutés à partir de lundi prochain lors du G20 au Brésil. Ils seront ensuite au Parlement européen. Est-ce que pour vous c'est un danger, ces accords ? Oui, bien sûr, et puis c'est une bonne illustration de la manière dont se passe le Parlement européen. Je suis dans la fameuse commission INTA, International Trade, c'est-à-dire celle qui gère le commerce international, et donc devant laquelle doivent passer tous ces traités. On n'en sait rien. C'est-à-dire que, quand je dis on n'en sait rien, je mens un tout petit peu, puisqu'en réalité, on sait enfin quelque chose depuis cette semaine. C'est-à-dire que la Commission est venue enfin nous dire voilà où on en est dans les négociations. Jusqu'à présent, on savait qu'il y avait des négociations, on avait quelques brides parce qu'il y avait des fuites, mais aucune information officielle comme on le doit normalement à un Parlement. En réalité, est-ce qu'on peut accepter ces accords ? La réponse est non, parce que ces accords sont toujours sur le même modèle. C'est-à-dire, on sacrifie l'agriculture, et qui est l'agriculture en général européenne, mais qui est la principale agriculture française, au profit de l'industrie, qui est la principale industrie en Europe, allemande. Bravo. Et donc, en réalité, c'est une sorte de marché où il y a un grand bénéficiaire, qui est toujours l'Allemagne, et un perdant, très souvent, pas toujours, il faut être honnête, très souvent, qui est l'agriculture. Et donc, parce que, pardon, on ne l'a peut-être pas précisé, je me permets de le faire. L'accord consisterait essentiellement en la suppression de 90% des droits de douane entre les deux blocs, donc l'UE et le Mercosur. Le Mercosur, c'est le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie depuis peu de temps, depuis 2023, je crois. Et évidemment, ces pays produisent essentiellement du riz, du sucre, de la viande, et nous, on fournirait donc, enfin nous, l'Allemagne, essentiellement des voitures, en gros. Des voitures, des produits chimiques, des produits... Voilà. Oui, c'est un peu ça. Alors, comme toujours, c'est très sournois. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a des quotas tout petits. Et c'est vrai qu'au début, il y a des quotas tout petits. Mais après, si vous regardez la page 67, écrit en tout petit et jamais traduit, vous apercevez que tous ces quotas sont révisables. Et les tout petits quotas du début deviennent des volumes qui, à la sortie, changent complètement les règles du marché. Je vous rappelle qu'en ce moment, on a déjà notre agriculture souffre de la concurrence de l'agriculture ukrainienne sur de nombreux pays, puisqu'on a levé les barrières douanières, il n'y a plus aucune taxe, et on a mis des quotas, mais qui à chaque fois sont dépassés, et enfin, aucune précaution phytosanitaire n'est garantie. Voilà, alors qu'on emmerde les agriculteurs français. Alors typiquement, là justement, on a vu que dans la viande brésilienne, on était incapable de garantir qu'il n'y avait pas d'hormones de croissance, alors que c'est totalement interdit, aussi bien dans l'Union européenne qu'en France. Bien sûr. Bien sûr, et puis ensuite, il faut savoir qu'on contrôle de moins en moins les marchandises. Au port du Havre, quand j'étais ministre, et depuis ça ne s'est pas amélioré, je pense, il y avait un vrai du faux, vous savez, la fameuse émission de France Info qui débusque les mensonges, parce que je crois que j'avais dit, il y a sur 5000 conteneurs, on en contrôle 6 en moyenne. Sur 5000, l'essentiel du commerce aujourd'hui se fait par conteneur. Sur 5000 conteneurs, on en ouvre 6. Voilà. Le reste, on contrôle des papiers.
Et techniquement, on ne peut plus faire autrement. Donc c'est déclaratif, quoi. Donc c'est déclaratif. Voilà. Et dans ces pays-là, très souvent, excusez-moi, on a une administration corrompue. Voilà. Il y a toute une série de pays où malheureusement les fonctionnaires sont encore plus mal payés qu'en France, où je vous offre un document où il y a marqué que vous êtes ce que vous voulez du moment que vous me donnez un billet au bon moment. Donc on sait très bien que ces contrôles sont souvent très aléatoires, même si l'Union européenne essaye d'en contrôler quelques-uns, mais elle contrôle très peu. Et donc surtout, qu'est-ce qui est grave ? Eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est dans une immense comédie. Et je pense qu'il faut dire la vérité aux Français. Sur les traités commerciaux, on ne contrôle quasiment plus rien, parce que tous ces traités sont faits à la majorité qualifiée. Or, aujourd'hui, il y a quelques pays qui sont contre le Mercosur, l'Autriche, par exemple, de mémoire. Mais, comment ? L'Irlande, je crois. L'Irlande, mais bon, c'est très minime. C'est très minime, il y a 27 pays. Et la France, bien sûr. Et la France, oui, bien sûr, bien sûr. La France qui est bien... Voilà. Mais quand Macron nous explique que jamais il ne signera, jamais il ne fera, je vous rappelle que le CETA est passé sans notre accord. Voilà. Et donc, il y a une sorte de comédie et de somptueuse hypocrisie où la plupart des politiques disent pas tout simplement « on a perdu cette compétence ». Ouvrez les yeux. Voilà. Parce que l'Europe, petit à petit, je reviens au début de l'émission, grignote. Voilà. Ce que vous êtes en train de dire, Thierry Mariani, c'est concrètement votre avis de député européen du RN au moment du vote sur le Mercosur. En fait, tout le monde s'en fiche. Non, notre avis de député tout court, tout le monde s'en fiche. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce sera une décision prise au niveau du Conseil européen et de la Commission, qui sera approuvée par les députés, parce que la majorité, je le répète, des pays soutiennent cet accord. Qu'est-ce que c'est une majorité qualifiée ? Je le rappelle, c'est un quota, je crois qu'il faut 65% de la population et un peu plus de la majorité des pays, etc. Voilà. Mais s'il y a 4-5 pays qui tapent du poing sur la table en disant non, on n'en veut pas, eh bien, ils sont minoritaires. Alors que quand il y a la règle de l'unanimité... Vous dites que c'est la Commission européenne aussi. Dans la Commission européenne, il y a aussi des commissaires européens. On sait qu'on peut se flatter désormais d'avoir parmi la Commission européenne Stéphane Séjourné. Il va faire valoir les intérêts de la France, j'en doute pas. C'est le 1er avril, hein, j'espère. Non, parce que bon, je sais que... oui, enfin, c'est pas pris au sérieux. Déjà, Thierry Breton existait. Je n'étais pas d'accord avec lui, mais il avait une personnalité. Séjourné, je pense que c'est transparent. Je veux dire, c'est un gentil garçon, voilà. Mais je ne suis pas persuadé qu'on ait besoin de gentils garçons pour être des commissaires européens. On a besoin de gens qui défendent les intérêts de la France. C'est sûr que Thierry Breton n'était pas un gentil garçon. Il avait une personnalité, je respectais, c'est-à-dire il avait une personnalité, je n'étais pas du tout d'accord avec lui, mais il savait se faire écouter des autres commissaires. Je ne suis pas persuadé que Stéphane Séjourné sache se faire écouter des autres commissaires. Voilà. Et je pense qu'on n'a quasiment plus d'avocats à Bruxelles. Il a fait une prestation, puisque les auditions au Parlement européen ont été effectuées cette semaine. Très franchement, j'avais l'impression de réentendre Macron au début de son mandat. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, c'était beau. Mais c'était beau, parce que beau et creux, et que finalement ça débouchera sur rien. Voilà. Quand vous l'écoutez, il a un programme extraordinaire, puisque je vous rappelle quand même qu'il va être commissaire à la prospérité économique. Voilà. C'est quand même extraordinaire, parce que c'est quand même l'un des disciples de Macron qui aura ruiné la France comme jamais, qui est aujourd'hui chargé de la prospérité économique au niveau européen. Je m'inquiète surtout quand les États-Unis, prennent Trump dans le gouvernement. Il aurait pu être aussi à la francophonie, cela dit. Il aurait pu être n'importe où, mais voilà. À mon avis, ce ne sera pas une réussite. Pour en finir sur le Mercosur, il faut bien que les Français comprennent que les traités de libre-échange sont désormais de la compétence uniquement européenne et donc se décident à la majorité qualifiée. On peut se rouler par terre, Macron peut s'immoler par le feu, on peut faire toutes les déclarations qu'on veut. Malheureusement, on est minoritaire. Voilà. Alors après, vous me direz, il y avait des chefs d'État qui ont su se faire respecter à une époque. J'espère pour vous, parce que sinon, là encore, il va falloir en conclure qu'il faut sortir de l'Union européenne. Non, il y a un moment aussi où, quand c'est vraiment un intérêt primordial, vous pouvez tout à fait bloquer des dossiers à la majorité absolue, en disant, écoutez, moi je vous bloque parce que je veux que vous me teniez compte de ma position sur ce dossier. Je me permets de signaler un truc que tout le monde a oublié. À un moment, les sanctions sur le Bélarus ont été bloquées par Chypre.
Tout le monde s'est demandé pourquoi. Parce que Chypre en a profité pour bloquer un dossier où il fallait l'unanimité, en disant peut-être que vous pouvez vous occuper de moi, là, parce que je suis toujours occupé par les Turcs depuis 1974 sur une partie de mon territoire. Donc à l'Union européenne, il faut être... c'est donnant-donnant. Est-ce qu'on a les moyens de s'opposer si on isole ce dossier? La réponse, c'est non. Mais si on décide d'en faire, j'allais dire, la pierre angulaire de notre politique pendant quelques mois, eh bien, on peut bloquer plein d'autres dossiers où on obligera les autres pays européens à tenir compte de nos positions. Est-ce que Macron le fera? Je suis persuadé que non. On ouvre le tout dernier dossier rapidement de cette émission, Thierry Mariani. L'actualité en France, c'est bien entendu le procès du Rassemblement national, le procès dit des assistants parlementaires. Marine Le Pen s'est rendue à plusieurs audiences de ce procès. Le parquet a fait ses réquisitions très lourdes contre Marine Le Pen. 5 ans de prison, dont 2 de prison ferme aménageable, trop aimable, 300 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen. Et les 24 prévenus risquent aussi l'inéligibilité, y compris ceux qui n'ont jamais d'ailleurs sollicité de mandat populaire. Avant de vous donner la parole, Thierry Mariani, je vous propose qu'on écoute tout de suite Marine Le Pen. Je note que le parquet est extrêmement outrancier dans ses réclamations. Je pense, encore une fois, une des parties qui démontre une volonté du parquet qui est celle, en réalité, de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement national pour pouvoir ruiner le parti. Que pensez-vous de cette affaire, de ce traitement, et puis effectivement de la conclusion de Marine Le Pen? C'est vrai que ça met en péril sa candidature pour 2027. Je pense qu'elle a en tout cas entièrement raison sur un point, c'est qu'il y a quand même un traitement spécial dans ce procès. Voilà, pour le moment, soyons clairs. Ce ne sont que des réquisitions. C'est-à-dire qu'elle est toujours présumée innocente. La sanction sera énoncée en février ou mars. Voilà. Puisque maintenant, les avocats de la défense vont commencer leur boulot, et après, la décision des juges sera prononcée. Donc, c'est uniquement des réquisitions. Bien sûr. Deuxièmement, il faut le répéter sans cesse, il n'y a pas 1 euro d'enrichissement personnel. Personne s'est mis de l'argent dans la poche. Et deuxièmement, il n'y a aucun emploi fictif. C'est des gens qui travaillaient dans la politique, quoi qu'il arrive. Simplement, au Parlement européen, on a une conception qui est très spéciale. On considère que tout le monde est au service d'une institution. Et que la politique, à la limite, elle est là simplement pour être au service de l'institution. J'ai été député français, j'ai été député européen et j'ai été assistant parlementaire français. C'est très révélateur. Quand vous embauchez un assistant parlementaire au Parlement français, c'est vous qui signez le contrat. Au Parlement européen, c'est le Parlement qui signe le contrat, c'est-à-dire je demande gentiment au Parlement européen de mettre à ma disposition tel assistant. Mais depuis quand c'est comme ça? Toujours. Ça devrait mettre la puce à l'oreille, alors ça montre qu'ils doivent travailler pour le Parlement européen. On n'a pas la même européen. conception de la politique. Voilà, dans la politique, quand on est assistant parlementaire, on est au service d'un député, je l'ai été, et si ce député, excusez-moi, défend des idées politiques, on les défend aussi. Là, j'avais quelques notes que m'avait préparées mon équipe pour les débats de ce week-end. Il y a des questions dans ces notes-là qui sont purement européennes, vous en avez évoqué toute une série, et puis il y a des questions qui sont purement nationales. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut que je les vide de la moitié du temps parce qu'il travaille en partie sur les positions nationales. Je trouve ces réquisitions excessives, je trouve que c'est complètement du jamais vu. Des peines de cette envergure-là et en plus collectives. Vous l'avez dit, il y a même des gens qui n'ont jamais été élus, qu'on interdit d'être élus alors qu'ils n'ont jamais été candidats. Tout le monde est sanctionné. Une phrase extrêmement quand même hallucinante prononcée par le juge, c'est vos confrères de France Info, ils nous aiment pas beaucoup, disant « Ah oui, mais j'ai aucun élément concret, je ne sais plus, mais ça a été repris dans toute la presse, mais ça me ferait mal que vous soyez acquitté, ou je ne sais plus quels exactement les propos. » Enfin, ça signifie quoi? Ça signifie que le juge arrive avec un préjugé évident. Voilà. Et vous savez, ça m'a rappelé ce fameux épisode où j'étais d'ailleurs sur le mur des cons.
Voilà. Où en réalité, on mettait côte à côte tous ceux qui voulaient une justice un peu plus ferme et des pères de victimes, un parent de victime d'une jeune femme qui avait été assassinée. Le père d'Anne-Lorraine Schmitt, oui. Voilà, bravo. Parce que finalement, c'était des emmerdeurs, parce qu'ils ne laissaient pas les juges appliquer leur idéologie. Voilà. Il y a un vrai problème. Il y a des juges qui font magnifiquement leur boulot, il y a des juges qui règlent des comptes. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de contrat sur Marine Le Pen. Elle a tout mon soutien et je le répète, il n'y a aucun enrichissement personnel. Il y a quelques mois, je lisais une décision qui concernait un syndicat, la CGT, où ils s'en sont mis plein les poches, les responsables, pas au niveau national, dans une branche. Et en réalité, les peines sont toujours quasiment négligeables. Voilà. Et là, alors qu'il n'y a aucun détournement d'argent, aucun enrichissement personnel, vous savez, par moment, j'ai l'impression qu'il y avait un contrat sur elle. Alors, à l'inverse, moi, je vais me faire l'avocat du diable, encore une fois. Thierry Mariani, le 5 février 2024, c'est l'UDF et le MoDem qui sont condamnés à des amendes. Les 5 députés européens qui ont été concernés ont également eu des amendes, des peines de sursis, d'inéligibilité avec sursis. C'est pas vraiment un parti d'opposition, le MoDem. Donc, on peut pas taxer la justice, là, d'avoir fait un procès politique à l'encontre du MoDem. Les sommes qui étaient en cause, c'était 293 000 euros. Le préjudice qui est attribué, encore une fois, attribué, hein, on n'a pas la preuve, etc. Le procès est en cours. Au RN, c'est 7 millions d'euros. Donc finalement, on ne voit pas d'incohérence totale. Si, moi je vois une cohérence et une ligne. C'est que je ne suis pas au MoDem et je ne suis pas à LFI. Je suis au RN. Mais les trois ont exactement le même problème avec la conception de l'Union européenne de qu'est-ce que c'est qu'un assistant parlementaire. Voilà. Je le répète, j'ai été assistant parlementaire. Vous êtes au service d'un député. Voilà. Si le député il vous demande de travailler sur la Serbie, vous travaillez sur la Serbie. S'il vous demande de travailler sur l'importation des serpillères, vous travaillez sur l'importation des serpillères, parce que c'est la liberté de l'élu de choisir ses sujets. Voilà. Or aujourd'hui, la justice. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la loi est contraire à la pratique de bon sens. Je pense que la justice se mêle un peu trop de politique. Les députés, le pouvoir législatif doit s'organiser comme il veut. C'est pas au juge de dire vous devez faire ça ou ça et vous devez travailler dans telle ou telle direction. Voilà. Moi, je considère que quand, par exemple, on travaille pour un parti politique et qu'on fait une note sur, je dis n'importe quoi, le prix, le Mercosur, qu'on l'a fait pour le RN ou pour le MoDem ou pour le LFI, ben après on la donne aux députés qui travaillent au Parlement européen, etc., ou au Parlement français. Donc, c'est la politique en France, c'est conçu comme ça. La politique au niveau européen, parce que tout ça est quand même partie de l'Union européenne qui s'est plaint, c'est conçu comme quoi vous devez appliquer la politique européenne. On nous considère comme des fonctionnaires. Je vous rappelle que j'ai été sanctionné parce que j'étais allé dans un pays, en l'occurrence la Russie, où j'avais fait des déclarations, on m'avait dit, vous êtes sanctionné sur la base de je ne sais plus quel article des fonctionnaires européens, ou qui disait, quand vous êtes fonctionnaire européen, vous ne devez pas faire de déclarations contraires à l'institution à l'étranger. Et c'est normal, quand on est fonctionnaire européen. Quand vous êtes ambassadeur de France, vous ne pouvez pas dire que la France a une politique non conforme. Vous êtes payé par le gouvernement. Donc dans ce cas-là, ou vous démissionnez, ou vous soutenez la République française. Mais quand vous êtes député européen, ben vous êtes libre de vos propos. Moi, je me souviens, par exemple, de la dernière réunion du précédent mandat. C'était l'Euro-Méditerranée, l'Assemblée avec les pays méditerranéens et l'Assemblée avec l'Union européenne. Le responsable de la Commission au niveau européen vient me voir, il me dit « Je vous rappelle que vous êtes à l'étranger, vous devez soutenir la politique européenne. » Je dis « Ben non, moi je soutiens la mienne. Je suis là élu par les Français. Je ne suis pas fonctionnaire de votre organisation. Vous êtes fonctionnaire. » Je comprends que vous défendez votre politique de votre institution. Or, dans ce procès, revenons à l'origine, c'est l'Union européenne qui estime que les assistants parlementaires ont fait quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Eh bien si, un assistant parlementaire, quel que soit son parti politique, il travaille, je le répète, pour des élus, et ces élus sont en lien avec des partis politiques. Voilà. Cette affaire judiciaire, elle vous rappelle sans doute celle, entre guillemets, qui vous a couru après pendant des années. On vous a rappelé, et on s'amuse de cela sur le plateau de TV Liberté, à plusieurs reprises que vous faisiez l'objet d'une enquête avec votre association Le Dialogue Franco-Russe. Il y a eu du nouveau, d'un seul coup, le 10 octobre dernier. Oui, ben finalement, les histoires finissent bien. Mais alors d'abord, c'est révélateur. C'est-à-dire que comme je défends des positions qui ne sont pas conformes à ce que
celle que défendent la majorité des politiciens. Donc forcément, c'est que j'étais payé, corrompu, acheté, je ne sais quoi. Et donc, comme vous l'avez su, c'était la une du Monde, du Figaro, etc. J'ai eu, il y a 3 ans, l'ouverture d'une enquête il y avait une liste, j'ai blanchiment d'argent, corruption, fraude fiscale, etc. Tout ça finit aujourd'hui, puisque il y a un non-lieu et pour absence de preuves et absence de... Enfin, Le Monde reprend enfin la dépêche de l'AFP. Bref, il n'y a rien dans cette affaire. Puisque je vous rappelle que j'avais eu la joie de passer à la brigade financière devant des policiers qui faisaient bien leur boulot, mais qui eux-mêmes n'y croyaient pas trop, puisqu'on m'accusait, je vous le rappelle quand même, d'avoir blanchi de l'argent russe dans une auto-école que j'avais créée à Ponto Combo. Voilà, j'ai appris où était Ponto Combo, je m'excuse devant les habitants de Ponto Combo, je ne connaissais pas leur commune, mais voilà, parce qu'un plaisantin utilisant des pièces d'identité qui est sur un site ukrainien des ennemis de l'Ukraine, avait monté une fausse auto-école en demandant un numéro SIRET, puisque vous pouvez créer un numéro SIRET si j'ai votre pièce d'identité. Et j'étais accusé d'avoir une entreprise que je n'avais pas déclarée, il n'y a eu que le numéro SIRET, de blanchir de l'argent, etc. Bon, la bonne nouvelle, allez, c'est que finalement... C'est que les gens qui vous en veulent ont au moins de l'humour. Oui, ma mère n'a pas trouvé que c'était... Enfin, les gens qui m'aiment bien n'ont pas trouvé que c'était un gros humour parce que franchement, pendant 3 ans, vous êtes traité de tout, quoi. Et puis surtout, un certain nombre de personnes, pendant la dernière élection européenne, m'ont traité de tout parce que les gens mélangent tout, là aussi. Il y avait l'ouverture d'une enquête. C'est le degré... Zéro. Mais j'étais mis en examen, j'étais accusé, j'avais la preuve de... Enfin voilà, je suis content finalement, la lumière est faite, c'est qu'on n'a rien à me reprocher après 3 ans. Donc voilà, pour une fois, ça prouve aussi qu'il y a des magistrats qui font bien leur boulot, qui ont trouvé quand même que le fait que j'ai une déclaration d'auto-école à Ponto Combo faisait que je ne blanchissais pas les milliards de Vladimir Poutine à Ponto Combo. Des juges, des policiers qui ont fait leur boulot parce qu'ils m'ont interrogé, ça a été un peu long, mais bon, ils m'ont interrogé, ils ont fait leur job, et puis bon, comme ils étaient quand même sérieux, ils avaient compris que c'est difficile de blanchir de l'argent dans un truc qui n'a jamais existé. Et puis, je vais vous faire une confidence, ma fille est très déçue. Parce qu'elle aurait bien aimé avoir le permis de conduire. Parce que ma fille n'a pas encore le permis de conduire. Elle essaie de le passer alors qu'elle a déjà un âge... Elle est très jeune encore, mais bon voilà, et donc elle n'aura pas de cours dans mon auto-école à Ponto Combo. C'est une histoire qui finit bien, mais c'est quand même une histoire qui est révélatrice, c'est-à-dire accuser les gens de n'importe quoi. Je vous rappelle quand même que pendant toutes les européennes, j'ai été le bad boys, le mec pourri, le mec qui touchait. Alors maintenant, si M. Glucksmann veut m'adresser une lettre d'excuse, et si Mme Nathalie Loiseau, qui est ma voisine, je vous le signale en plus à Paris, veut me déposer dans ma boîte aux lettres une lettre d'excuse, je les accepterai parce que je suis un être magnanime. Mais j'oublierai jamais ce que certains ont dit sur moi et je leur ferai aucun cadeau. C'est entendu. Merci beaucoup Thierry Mariani d'être venu jusque TV Liberté. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer sa propulsion sur YouTube. Je compte sur vous également pour écrire vos commentaires, vos suggestions et tout ce que vous voudrez juste en dessous. Et puis bien sûr, relayez-la au maximum. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.